Bonjour à tous. Même si le titre de la vidéo est très évocateur, je voulais quand même vous présenter très rapidement l'entretien du coup que j'ai eu l'honneur de pouvoir avoir avec Anne Besson. Donc c'est à propos de son parcours universitaire, on va dire, en tant qu'universitaire, sa passion pour la fantasy, mais aussi ses deux dernières publications chez ActuSF, du coup, Fantasy et Médias, et Fantasy et Moyen-Âge. On a parlé d'autres livres, bien sûr. Je vais vous laisser découvrir tout ça. Mais voilà, je voulais vous dire que j'avais pris beaucoup de plaisir à préparer cet entretien et à le tourner. Donc j'espère que vous en prendrez autant que moi. Je vous souhaite une belle vidéo. Bonjour, du coup, je suis très contente de vous avoir aujourd'hui. Alors, avant toute chose, je voulais vous dire, je suis un petit peu stressée, puisque vous êtes quelqu'un que j'admire beaucoup. J'ai bien préparé mon interview et c'est la première fois que je fais ça. Donc voilà, je risque d'être un petit peu... voilà. Je Bon, voulais... parce que moi, j'ai rien préparé du tout, et donc je ne sais pas si je serai même à la hauteur de vos attentes. Je suis un peu fatiguée. C'est la fin d'année, Ah voilà, oui, fin d'année universitaire qui se prolonge et n'en finit pas. oui. Bon, les questions sont pas... Enfin, c'est pas piégeux ni rien, c'est juste... voilà. C'est censé D'accord, être une très bien. conversation. C'est parfait. On va essayer de s'en sortir ensemble. Ça va aller, j'en suis sûre. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pourriez vous présenter pour ceux qui ne vous connaîtraient pas? Donc, Allez, je suffisant. suis Anne Besson, je suis universitaire, professeure de littérature générale et comparée à l'université d'Artois à Arras, et je suis spécialiste des genres de l'imaginaire, en particulier de la fantaisie, jeunesse et adulte, donc depuis ma thèse qui date de 2001. Et j'ai publié un certain nombre d'ouvrages, un nombre d'ouvrages désormais assez conséquent, Qui sont là. consacrés à ces différents genres, au monde expansif de l'imaginaire, qui sont en particulier mon sujet de recherche privilégié. Voilà. Parfait. Et du coup, ma première question, ce serait comment vous est venue la passion pour la fantaisie et l'envie de l'étudier? Du coup, qu'est-ce qui vous a d'un coup donné envie de le faire? Alors, je sais rarement d'un coup parce que vous le savez bien, les Oui, je le sais. études sont longues. C'est au moment du DEA, donc allez, à mon époque, du M2 à la vôtre, que j'ai décidé de me spécialiser là-dedans après un premier mémoire sur Nabokov, Vladimir Nabokov, donc qui n'était pas spécialement dans, mais déjà sur Ada Oularder. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un très bon Je roman, connais, mais je l'ai pas très encore lu. qui est dans une espèce d'univers alternatif uchronique. C'est pas Oh, notre monde, hein, déjà. Donc voilà, et c'est très éthéré, très onirique, hein. Donc il y a quelque chose d'une beauté de la fantaisie déjà là-dedans. Et c'est vraiment parce que j'ai identifié là, et à ce moment-là, je travaillais plus largement sur un corpus de littérature populaire où il y avait aussi du roman d'aventure, du roman policier, du roman d'espionnage. C'est ensuite que je me suis spécialisée sur les genres de l'imaginaire. J'avais constaté qu'il y avait là quelque chose qui était encore très peu travaillé, et qui me semblait intéressant, sachant que donc mon travail à l'époque portait sur les romans à suivre, et que c'était particulièrement développé, bien sûr, dans tout ce qui était roman réaliste et naturaliste du 19e, les Dumas, les Zola, les Balzac. Ça, c'était assez travaillé, mais il n'y avait rien sur le même type de phénomène dans les littératures populaires de la deuxième moitié du 20e siècle. Et donc, il m'a semblé que ce serait intéressant et original de travailler là-dessus. Et à partir de là, la thèse s'en est suivie, et j'ai été embarquée. Donc, c'était pas un choix exclusif de travailler là-dessus. Il n'y avait pas particulièrement d'objectif de légitimation. J'étais assez naïve quant à ces questions-là. Je pensais pas que ça poserait vraiment de problème de travailler sur ces questions. On m'a un peu prévenu, mais j'estimais que le gain en termes d'originalité et de oui, ce que je pouvais apporter sur ce sujet-là compensait largement le risque que ça pouvait présenter d'un point de vue professionnel, et ça a été un pari très gagnant de ce point de vue. ok, mais justement, ma deuxième question portait sur est-ce que vos recherches avaient été facilement acceptées en France, du coup? Alors, oui, c'est-à-dire que au moment de ma soutenance de thèse, dans le jury, il y avait encore des gens qui connaissaient pas très bien ces corpus-là, donc c'était pas forcément
directement facile à accepter par les gens qui étaient en place exactement à ce moment-là. Cependant, c'était suffisamment Mm. en pointe pour anticiper ce qui allait se produire. Donc, en l'occurrence, la sortie des films de Peter Jackson, Mm. adaptés du Seigneur des Anneaux en 2001-2003, et l'énorme audience des Harry Potter Mm. à la même époque, hein, autour de 2000-2001. Donc, exactement au moment où je terminais ma thèse. Je la soutiens en 2001. Et donc, en fait, j'ai très très vite eu beaucoup de sollicitations médiatiques, mais aussi scientifiques, c'est-à-dire de la part de mes collègues à l'université, pour parler de ces sujets que moi, je connaissais et qui intéressaient désormais, alors que Mm. eux les connaissaient très mal. Donc, il y a eu un vrai effet d'opportunité pour moi, en particulier à l'université où je suis arrivée, l'université d'Artois, qui a toujours une spécialisation forte en littérature de jeunesse. Et ça les intéressait beaucoup d'avoir quelqu'un qui Mm. travaillait sur les littératures de l'imaginaire parce que on était très très peu nombreux. Et du coup, de là, vous avez, alors, avec le temps, vous avez fini par publier des anthologies qui se trouvent ici, du coup. Mm. Donc la troisième est là. Et est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ces recueils, puisqu'on va du coup migrer un tout petit peu vers plus l'édition et le travail sur les anthologies. Oui, alors nous on appelle ça des collectifs, hein, parce que les anthologies, alors ce sera plus les recueils de De textes de nouvelles. fiction Mm. qui sont commandés sur un thème. Mais en fait, vous avez tout à fait raison, c'est le même principe. C'est le même principe pour des articles scientifiques, des articles critiques sur ces littératures. C'est-à-dire qu'au lieu d'écrire des textes de fiction, on invite avec un appel à texte à Mm. écrire des articles de recherche avec une proposition et voilà ensuite une évaluation par les pairs. Donc ça fonctionne exactement pareil que pour les appels à texte des anthologies de textes de fiction. Alors en fait, des collectifs comme ça, des recueils que j'ai dirigés ou co-dirigés, je pense que j'en suis à 25. Donc voilà. Ah oui, oui, donc je les ai pas tous du coup là, hein. Vraiment, Non, c'est ça. j'en ai Ce que vous quelques-uns. avez là, c'est la jolie collection que ActuSF nous a permis de faire à partir des colloques des Imaginales. Mm. Parce que effectivement, progressivement, une partie de mon travail, enfin mon travail a été bien reconnu par les fans et les érudits, enfin tous les amateurs de fantasy et d'imaginaire. Et donc j'ai eu l'opportunité de participer à des conventions, à des festivals, à des conférences plus grand public, etc. J'ai fait la connaissance de Stéphanie Nico, qui a été la directrice des Imaginales jusqu'à l'an dernier. Et c'est ensemble qu'on a conçu, vraiment c'était à son initiative, ce principe de colloque universitaire qui se tiendrait dans un festival grand public. Donc, c'est les trois éditions des colloques des Imaginales que vous avez sous les couvertures donc cette petite collection ActuSF. Alors, malheureusement, comme Stéphanie Nico a quitté contre son gré la direction artistique des Imaginales l'an dernier et que je lui manifeste mon soutien, il n'y aura pas de quatrième édition de ces colloques. On a édité la troisième année, la troisième édition pour aller au bout du projet. Mm. Et donc voilà, c'était l'occasion d'avoir cette démarche qui pour moi est vraiment très importante, qui consiste à rapprocher l'université et le reste du milieu de l'imaginaire. Bon, pas forcément le grand public, parce que j'ai bien conscience que ce que je fais n'intéresse pas tout le monde, hein. Ça intéresse les étudiants, Ouais. les érudits, les amateurs qui ont envie de creuser de cette manière-là. Et c'est pas tout le monde, et voilà, je le comprends Mm. très bien. Reste que ça intéresse quand même une partie des gens qui sont au contraire en attente d'une nourriture intellectuelle autour du genre qu'ils aiment et qu'ils n'avaient pas avant. Hein, et que voilà, on essaye de leur procurer cette nourriture-là. Et ça fonctionne très bien, je vous le dis. Et d'ailleurs, en fin d'interview, j'ai proposé à des amis et à des abonnés de vous poser des questions. Et donc, ils me les ont envoyées pour que je vous les pose, du coup, si on a le temps à la fin. Alors, j'avais une petite question sur justement ces collections. Laquelle a demandé, alors, sur toutes les collections parmi lesquelles que vous avez dirigées, on va dire, laquelle vous a demandé le plus de travail et pour quelle raison? Je pense que c'est les dictionnaires. J'ai édité deux Oui, ils sont dictionnaires. là aussi. Et alors ça, c'est vraiment le niveau du dessus.
euh, en termes de direction scientifique, de direction éditoriale, puisque donc ce travail, il consiste à, pour les dictionnaires, à faire et c'est aussi vrai pour Fantaisie et Moyen-Âge, le dernier que j'ai sorti chez ActuSF, voilà, qui a demandé un travail particulier, j'y reviendrai. Euh, donc, contrairement aux appels à texte, ou comme pour les anthologies, les collectifs, c'est les gens qui font leurs propositions. Donc on Mm. sélectionne, mais et puis on fait un texte d'appel, on choisit le sujet, par exemple sur Game of Thrones comme nouveau modèle pour la fantasy, c'était le colloque de 2020, ou Fantasy et Histoire pour le colloque de 2018. Pour les dictionnaires, c'est à moi ou à nous, quand on co-dirige, de faire la table des matières, le sommaire. Et ça, c'est déjà une grosse partie du travail assez difficile que de bien réfléchir à tout ce qu'on a envie de voir figurer dans un tel ouvrage, sans que ce soit, ça peut pas être exhaustif bien entendu, sans que ce soit complètement indigeste, parce que ça ne peut pas être trop énorme, hein, mais en couvrant bien l'ensemble des questions qu'on voudrait tous voilà, voir abordées dans un tel ouvrage. Donc ça, c'est vraiment déjà une vraie difficulté. Et puis ensuite, il y a beaucoup de contributeurs. Il y en a 50, voilà. Et donc, il Oui, j'ai faut vu ça. vraiment, en termes d'organisation logistique, de demande des textes, rappel pour avoir les textes, version de texte, etc. C'est compliqué, c'est presque un travail d'édition. Mm. Donc les universitaires, nous, on devient très polyvalent parce qu'on doit se retrouver à faire des choses très Effectivement. différentes. Et donc pour les dictionnaires, oui, c'est le fait de gérer de si nombreux rédacteurs parce qu'on a envie que chacun des articles, des notices soient rédigés par la bonne personne. Donc voilà, ça en fait beaucoup. Et puis pour Fantaisie et Moyen-Âge, il y avait la question en plus des images. Alors moi, vraiment, je suis pas, c'est pas ma spécialité, c'est encore une autre compétence, une autre expertise, hein. C'est beaucoup plus Victor Batagion, qui est journaliste, lui, qui s'est occupé de ça avec une iconographe et avec l'éditrice qui nous suivait chez ActuSF, Zoé Laboret. Mm. Ok. Oui, d'ailleurs, j'insérerai dans l'interview des images en fait des œuvres, puisque bah, effectivement, elle est illustrée en couleur en plus, donc Mm. ça apporte quelque Ouais, chose ouais, en plus, je trouve, que ce soit tout à illustré en fait. couleur. Oui. Et du coup, sur laquelle avez-vous préféré travailler? Et pour quelle raison? Hmm. Le dictionnaire du Moyen Âge imaginaire qui est l'avant-dernier. Alors j'ai beaucoup aimé Fantaisie et Moyen Âge parce que justement il y avait ce tout nouvel aspect du beau livre Mm. avec les. Mais bon, c'est vrai que c'était pas moi qui étais en première ligne. J'avais ce plaisir vraiment de la spectatrice de voir arriver les épreuves. Oui, j'imagine. C'est Waouh, comme Noël! c'est joli! Sur chaque chapitre les uns après les autres. Voilà, ça c'était un grand plaisir. Mais voilà, j'étais moins impliquée, c'est vrai. Et sinon, scientifiquement, j'ai beaucoup aimé le dictionnaire du Moyen Âge imaginaire Mm. parce que ça m'a amené à travailler avec des historiens de manière encore plus étroite que ce que je faisais déjà assez régulièrement d'habitude. Là, on est vraiment sur une collaboration historien littéraire, donc c'est très intéressant intellectuellement parce qu'on peut avoir l'impression que c'est deux disciplines qui sont proches. Et c'est vrai, elles sont pas très éloignées, Mm. mais quand même, on n'a pas les mêmes protocoles, etc. Donc C'est ça. ouais, c'était vraiment enrichissant. Et puis, oui, ça m'amenait du coup un petit peu plus loin de la fantaisie. Tous les articles, ils devaient parler à la fois des fictions historiques, des dimensions politiques, par exemple, ou sociales, des implications du Moyen Mm. Âge dans la modernité, en plus de la fantaisie. Donc là encore, j'aime bien les choses qui continuent à m'ouvrir l'esprit, Mm. où je suis, parce que là, voilà, la fantaisie, je connais très bien et je m'en lasse pas, mais j'aime bien la mettre en rapport avec des choses différentes, nouvelles, pour Mm. continuer, moi, à nourrir ma curiosité. Oui, c'était peut-être plus stimulant, peut-être. Mm, Ouais. ouais. Alors, avant de passer à des questions plus précises sur vos deux derniers collectifs, du coup. Ah oui, j'ai oublié le site de la BNF, hein, le site qu'on a fait pour qui s'appelle Fantasy Retour aux sources, fantasy.bnf.fr. Ça aussi, c'était une très très belle aventure. C'était donc j'ai oublié parce que c'était déjà il y a 3 ans, mais là encore c'était incroyable parce que là cette fois on travaillait avec aussi avec des développeurs de sites, hein,
de vrais grands pros avec les moyens de la BNF. Et là, voilà, c'était génial. On avait vraiment l'impression ouais, de pouvoir donner au genre un écrin tel qu'il le méritait, de pouvoir proposer plein de choses et que c'était toujours accepté. Ouais, c'était une belle. Les MOOC aussi. Enfin voilà, au fur et à mesure, Oui, je les reviens MOOC, en c'était bien. arrière et il y en a d'autres qui me reviennent. Ah, les MOOC, oui, c'était bien. Mais je vais mettre le lien vers le site du coup Mm. dans la description de la vidéo. Donc avant de passer à des questions un petit peu plus précises, pour les lecteurs qui sont un petit peu impressionnés par la fantasy, qui n'ont jamais osé en lire, où est-ce que vous leur conseilleriez de commencer? Mm. Bah, je sais pas, ils peuvent. J'espère qu'ils ont lu Harry Potter quand ils étaient petits. J'espère aussi. C'est ça. Mais peut-être que non. Donc déjà, on peut se dire que qu'ils ont commencé. Il y a comment ça s'appelle? L'ouvrage de Gaiman sur les petits contes, sur le La mythologie euh, viking? non, c'est un de ces romans Hmm, qui a été adapté au cinéma. Stardust. hmm, Stardust de Neil Gaiman. hmm. Ou alors, bon, là encore, parce que ouais, j'ai pas l'habitude de traiter cette question, mais ce film hilarant qui s'appelle Princess Bride. Hmm. Stardust ou Princess Bride, qui sont deux ouvrages que j'associerais, c'est-à-dire qui sont à la fois je trouve assez profond sur notre rapport à l'émerveillement et son lien à l'enfance, et qui en même temps sont très drôles, très rocambolesques, avec une narration très, très enlevée, et donc très agréable à lire, je pense, pour quelqu'un qui n'y connaît rien. Et qui serait rebuté par ce que sinon on peut conseiller bien entendu de Tolkien, hein, voilà, Oui. qui est assez indépassable, mais qui voilà, peut sembler plus une espèce de gros morceaux Hmm, difficiles à avaler d'emblée, sans parler voilà, des archives de Rorschach, voilà, de Brandon Sanderson, qui est aussi voilà, quelqu'un que je conseillerais hmm. aujourd'hui à lire en fantasy, mais qui n'est pas forcément une bonne porte d'entrée. Oui, parce que ça fait des pavés un petit peu, donc c'est un petit peu C'est impressionnant. ça. Là, j'ai choisi voilà, deux courts romans, Hmm. justement pour ceux qui voulaient deux courts romans drôles et d'une lecture vraiment facile pour ceux qui voudraient commencer. Oui, je pense que c'est une très bonne idée. Alors, on va passer à fantasy et médias. Alors, j'ai du coup lu entièrement les deux collectifs. Bon, les autres, j'ai pas encore réussi à les finir, hein, voilà. Non, mais vous avez le droit de faire des pauses, Justine. Vous pouvez lire autre chose. Mais regardez, voilà, il y a beaucoup de choses à lire. C'est ça. Alors, du coup, pour fantasy et médias, j'ai trois petites questions. La première, quels sont les médias qui vous semblent les plus pertinents, du coup, pour la fantasy? Puisque là, il y avait tout un tas de médias différents qui étaient traités. Lesquels vous semblent les plus pertinents? Sans dire, bien sûr, que certains ne le sont pas, mais je veux dire. Non, mais c'est vrai que pour moi, il y a une spécificité médiatique de la fantaisie dans le jeu. Mm. Et c'est une partie de ce qui explique, je pense, son énorme succès contemporain et le fait qu'elle ait progressé de cette manière-là dans les premières décennies du 21e siècle et sa place par rapport à la SF, hein, voilà comment ça s'est reconfiguré. Je pense que les réponses à cela sont dans l'importance du jeu dans le domaine de la fantasy. Et par là, je veux bien sûr parler d'abord du jeu de rôle, voilà, du rôle que ce média a joué dans le développement du genre à partir des années 70, le lien indéfectible qu'il y a entre roman et jeu de rôle dans énormément de créations des univers les plus importants post-Tolkieniens, l'importance du public du jeu de rôle, du public des rôlistes dans les premières communautés de fans, les premières pratiques de reconstitution, etc. Enfin, toute cette culture qui se développe autour de la fantasy à ce moment-là, donc dans la deuxième partie, enfin, à partir de la fin des années 60 et dans la deuxième partie des années 70. Et puis, le jeu de rôle papier va directement trouver un prolongement dans le jeu de rôle vidéo, puisque vraiment les premiers jeux de rôle vidéo sont des adaptations
de type Donjons et Dragons. euh, voilà, porte monstre trésor sous forme textuelle et puis graphique et puis de plus en plus élaborée. Donc cette histoire du jeu de rôle vidéo, jeux vidéo, puis aujourd'hui beaucoup de jeux de société hein, aussi vont puiser dans cet imaginaire de fantasy parce qu'il est tellement partagé parmi les aficionados de ce monde-là, que c'est très très facile de jouer sur les archétypes. On peut vraiment se reposer sur quelques éléments, une carte de nain, et puis voilà, on sait déjà à quoi le personnage va pouvoir donner accès comme type de pouvoir, comme type d'agentivité. Donc voilà, on voit bien à quel point l'imaginaire de fantasy est disponible pour les médias ludiques et à quel point ils lui ont permis de se diffuser de manière très large dans la culture du public contemporain parce que le jeu n'a pas cessé de prendre de l'importance parmi les médias. Hein, quantitativement, le jeu vidéo est devenu le premier média. Voilà. On dit souvent ça en termes de public, en termes de revenus. Donc voilà, c'est très important cette association entre fantasy et jeu. Pour moi, c'est le principal. Et puis pour ce qui est du plus haut des évolutions les plus récentes, la série télévisée, Mm. puisque c'est la tendance qu'on constate depuis une dizaine d'années. Lorsque j'avais fait le MOOC Fantasy, il y a à peu près une dizaine d'années, ma petite vidéo sur les séries enfin, à part Game of Thrones, il n'y avait vraiment pas grand-chose. Mm. C'est-à-dire, voilà, je faisais tout l'historique en essayant de ressortir les deux, trois séries de fantasy qui avaient existé. Et je disais, et voilà, Game of Thrones est arrivé. Et voilà, maintenant, on voit qu'on peut faire de la série de fantasy. Mais Mm. depuis, à partir des premières saisons de Game of Thrones, ça a explosé d'une manière absolument incroyable. Bon, qui est tout à fait conforme aux tendances de l'industrie culturelle contemporaine, c'est-à-dire la plateformisation, Mm. voilà, la concurrence entre les plateformes, l'hyperchoix, donc la mise en production de séries beaucoup plus nombreuses pour que le consommateur et la consommatrice soient attirés vers les plateformes. Et donc, la fantasy n'est qu'un des genres qui a fait son apparition. N'empêche que c'est spectaculaire dans son Mm. cas, puisqu'il y avait quasiment rien et qu'aujourd'hui, il y a des dizaines et des dizaines de séries qui sont disponibles, avec chaque saison des sorties qui sont toutes plus marketées, comme plus Oui. phénoménales les unes que les autres. Donc voilà, là, on a vraiment quelque chose qui relève du phénomène. Et d'ailleurs, mon prochain collectif, c'est un numéro de revue, la revue O30, qui est une revue sur les littératures de l'imaginaire qui sera sur fantasy et séries télévisées, voilà, pour avoir un petit panorama un peu plus complet de ce que ça peut produire, cette Ah, nouvelle association. c'est intéressant. Alors après, je me demandais quelles innovations peut encore apporter selon vous à ce genre face à la science-fiction? Parce que souvent, enfin, quand on entend certaines conversations, on dit oui, mais la science-fiction, on peut innover sur autre chose, pas tellement en fantasy. Est-ce que vous auriez des innovations qui vous viennent en tête? Des innovations, bon, je trouve qu'il y a quand même de vraies évolutions dans le corpus le plus récent. Mm. Euh, Puisqu'il y a vraiment une réflexion qui est menée justement depuis plusieurs années sur le ronron, la familiarité de la fantaisie et ce que la stéréotypie pourrait cacher de figements idéologiques, voilà, voire réactionnaires. Et donc, les auteurs et les autrices étant vraiment très conscients de ça et à la recherche de solutions hein, depuis un bon moment, je trouve que ça porte vraiment ses fruits avec de nouveaux types d'héroïnes, de nouveaux types de quêtes, une réflexion sur justement sur la quête, sur l'élection, sur le destin, comment on peut retravailler ces topos-là pour en faire autre chose. Euh, je sais pas, on va avoir Shelley Parker Chan, celle qui devint le soleil, et le deuxième tome. Il y a The Jasmine Throne, je crois qu'il n'a pas été traduit. Non, pas encore, je crois pas. Euh, comment? Je crois pas qu'il ait été traduit pour l'instant. Non. Et donc ça c'est Tasha Shuri, c'est une autrice britannique d'origine indienne.
Euh, le prieuré de l'Oranger, bien sûr, hein, parmi ceux qui a été, voilà, qui a vraiment donné une belle audience à ce type de réflexion-là, où là, à chaque fois, on va avoir des confrontations de culture, c'est-à-dire qu'on reste pas dans un Moyen Âge occidental, on va le confronter à des aires culturelles post-coloniales, avec une réflexion vraiment sur la manière dont les stéréotypes, nos stéréotypes culturels peuvent les avoir impactés et dont, voilà, au contraire, des appropriations culturelles ont pu avoir lieu. Il va très souvent y avoir des personnages féminins et ou homosexuels et ou transgenres et ou agenres. Enfin voilà, avec vraiment cette réflexion-là. Bien sûr, des personnes racisées. Enfin voilà, un renouvellement du personnel et des manières de raconter les histoires est très clairement en cours dans la fantasy. Et en même temps, il faut pas qu'elle se trahisse parce que justement ces bases de tropes, de topos, Mm. de types d'archétypes, c'est ça qui fait sa force. Elle les tire des mythes, des légendes, des littératures les plus anciennes. Donc elle les fait évoluer avec son temps et avec son lectorat. Mais voilà, en les retravaillant, sans les renier. Mm. Alors, vous parlez justement de fantasy enfin, qui vont se diriger vers de nouvelles cultures. Du coup, on va passer à fantasy et Moyen-Âge. Alors là, les questions sont un tout petit peu plus pointues et un tout petit peu plus nombreuses. Alors, dans ce collectif, le premier article concerne la légende arthurienne. Est-il, selon vous, encore possible d'innover en écrivant une fiction sur Arthur, ou même d'innover en matière de fantasy médiévaliste, et en fin de compte, est-ce que c'est l'objectif? Justement, ça rejoint un petit peu ce qu'on dit. Oui, 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 tout à fait, parce qu'en fait, alors, est-il encore possible d'innover sur les fictions arthuriennes? On peut avoir l'impression effectivement que tout a déjà été fait. C'est incroyable l'importance quantitative de ce corpus. Et parfois, des auteurs ou autrices peuvent avoir l'impression qu'ils ont une idée qui leur permet de renouveler voilà, de chambouler cette histoire, alors qu'en fait, ça a déjà été fait et c'est juste qu'ils ne le savent pas. C'est parce que c'est difficile, justement, de tout suivre et de tout connaître. C'est l'auteur de Morgane Pendragon qui nous avait, donc Jean-Laurent Del Socorro, qui nous avait contacté, moi et Justine Breton, qui est un spécialiste de la légende arthurienne et de la fantaisie, pour avoir quelques titres à lire. Et alors, on lui avait fait peur en lui envoyant une bibliographie incroyable. Et bon, Morgane Pendragon, c'est un bon exemple c'est quelque chose c'est une nouvelle option. C'est une option qui n'existait pas. Voilà, mettre ce personnage-là, je spoile pas, mais dans ce rôle-là, dans cette filiation-là, Mm. voilà, c'est quelque chose qui n'avait pas été fait, même si autour de Morgane, bien entendu, déjà beaucoup de Mm. réhabilitation ou de remise au premier plan avaient déjà eu lieu. Euh, Si en plus on rajoute à ça tout le corpus japonais, parce qu'il y a beaucoup d'animés et de mangas qui ont notamment, eux, ils sont beaucoup plus libres que nous encore dans le gender swap. Donc il y a vraiment tout a été fait sur les Arthur femmes, les Tristan femmes, les Lancelot Mm. femmes, les Morgane hommes, etc. Donc voilà, on a beaucoup exploré les possibles de cette histoire, qui continue néanmoins voilà, à réussir à proposer chaque année pratiquement, hein, de nouvelles œuvres, et puis qui continuera à le faire, ne serait-ce que pour la jeunesse, hein, où on a toujours besoin de nouvelles fictions qui rendent accessible le patrimoine littéraire médiéval ici, voilà, sous une forme un peu renouvelée, un peu mise à jour, pour que voilà, telle ou telle valeur qui ressortait de la légende soit plus conforme à ce qu'aujourd'hui on veut transmettre à nos enfants. Mais voilà, voilà, je pense que ça ne va pas disparaître du jour au lendemain, même si pour le moment, on peut avoir l'impression que effectivement, c'est un espace qui est
bien balisé, voire un peu saturé. Pour la fantaisie médiévaliste, je pense qu'il y a encore plein de choses à faire. C'est beaucoup plus large, hein. Donc, je pense qu'on est un petit peu sorti, pour le gros de la production du moins, des univers néo-médiévaux les plus classiques tels qu'on imagine post-Tolkienien. Voilà, ceux qui ressemblent un peu à la Terre du Milieu, donc voilà, qui présentent ce type de configuration avec des créatures merveilleuses du même type, des elfes, des orques, avec une inspiration de type anglo-saxonne, voilà, médiévale, nordique ou celtique, en mélangeant ces deux sources d'inspiration qui sont les plus importantes. Mais même actuellement, je suis en train de lire le Chevalier aux épines, le volume 2. Mais voilà, Jaworski, Jean-Philippe Jaworski est bien la preuve que on peut écrire quelque chose de formidable dans ce type d'univers, qui là est renouvelé par le style. Hein, voilà, renouvelé par une approche stylistique et un traitement des personnages qui est pas du tout courant. Donc en fait, c'est toujours possible de traiter même ce type d'univers-là. Et puis sinon, effectivement, il y a beaucoup d'opportunités qui s'ouvrent encore sur la fantaisie plus historique, c'est-à-dire vraiment le choix de traiter telle ou telle période précise de l'histoire, tel ou tel épisode sous un angle de fantaisie, sous un angle chronique, voilà, en le transformant un peu. Jean-Laurent Dulce-Corot, justement, on l'a fait un petit peu, et c'est le Canadien Guy Gabriel Kay qui est vraiment le spécialiste de ça. Mais bon, il y a beaucoup à faire dans ce style-là, ou dans un style plus gritty fantasy, hein, à la façon de George Martin, justement, comme peuvent le faire Lionel Davoust ou Estelle Faye. Voilà, il y a des tonalités possibles, il y a donc différentes, il y a des approches plus ou moins historiques, il y a des aires culturelles différentes encore à explorer. Donc je pense que voilà, cet ensemble-là fait il y a encore, il y a encore de la place pour des œuvres novatrices. Ouais, c'est sûr. Mais aussi, parfois, c'est pour ça aussi que j'ai ajouté, est-ce que c'est finalement l'objectif? Parce que parfois, quand on veut lire une fantaisie médiévaliste, ben, en fait, on veut retrouver quelques schémas particuliers, quelques éléments stéréotypiques, justement, qu'on retrouve pratiquement dans toutes les fantaisies médiévalistes, je pense Mm. aussi. Oui, oui, mais c'est vrai. Après, est-ce qu'on a... Oui, vous avez raison, on a besoin d'un renouvellement même là-dessus, parce que je me disais, parce que si on veut lire ça, il y en a. Mm. Il y en a déjà. Ça a été écrit à Tolkien et puis toutes les années 80 et largement 90 et puis George Martin. Donc voilà, il y a tout un corpus qui est toujours disponible. Après, un renouvellement est néanmoins toujours le bienvenu, même si ces œuvres-là, qui commencent à être un peu patrimoniales, hein, Mm. un peu voilà, l'histoire de la fantaisie, euh, même si elles existent, on peut avoir envie de nouvelles œuvres parce qu'elles seront plus proches de ce qu'on a envie de lire aujourd'hui, pas écrites exactement pareil, voilà, plus au goût du jour. Et donc, effectivement, ça vaut la peine de les renouveler. Ça, je ne sais pas si c'est encore complètement fait. Mm. Parce que peut-être qu'on est trop proche encore Mm. et que les auteurs et autrices auraient l'impression d'être dans de la répétition un peu vaine. Oui. Faut peut-être attendre encore un petit peu, puis après on pourra avoir de de la fantaisie classique revisitée. Je n'en doute pas. Alors, qu'est-ce qui motive encore aujourd'hui les écrivains que vous avez pu rencontrer à écrire des fantaisies médiévalistes? Est-ce qu'ils vous en ont parlé? Bah, en général, c'est l'amour de l'histoire, hein, qui est quand même bien partagé, hein. Dans le volume Fantaisie et Moyen Âge, on a interviewé Justine Gray, euh, Jean-Philippe Javorski et Fabien Cherouti. Et donc ils ont en commun, hein, quoique de manière très différente, et c'est ce qui est intéressant, cette passion pour l'histoire médiévale et les textes qui en témoignent. Euh, pour Fabien Cerutti, plutôt
l'histoire, hein, puisque lui, il est historien, il est prof d'histoire, et d'ailleurs, sa série Le Bâtard de Kossighan est celle qui s'inscrit le plus précisément dans une époque, hein, dont elle démarque certains épisodes. Euh, Alors que Justine Niogret et Jean-Philippe Jaworski sont plus sensibles à des textes fondateurs, à des mythologies, à voilà, une grande littérature française du Moyen Âge, qu'ils vont revisiter. Justine Niogret avec Mordred, par exemple. Voilà encore un exemple de revisite très originale, hein, d'un personnage de la légende arthurienne, parce qu'en fait, il n'est quasiment pas question de, de, euh, de légende arthurienne, mais le fait que ce soit Mordred, ce personnage dont elle nous parle, avec cette très grande sensibilité qui est la sienne, ça, voilà, ça change tout, ça apporte encore de la profondeur à ce qu'elle nous en dit. Et Jean-Philippe Jaworski, qui a cette espèce d'érudition voilà, formidable, hein, que ses ouvrages, dont ses ouvrages témoignent, voilà, avec leur une profondeur et une intertextualité. Là, il y a toujours des citations en exergue des chapitres qui sont extrêmement diverses. Donc voilà, c'est ça qui les motive, je pense. C'est une volonté de transmission euh, de, de cette passion qu'ils ont depuis l'enfance, hein, tous, pour ces textes-là, et qui les ont bouleversés et dont ils ont envie, à travers leurs textes, à travers leur fiction, dans une autre façon que ce que l'école peut en transmettre, de nous faire un peu goûter aussi. Oui, j'avais lu d'ailleurs les interviews qui étaient très intéressantes d'ailleurs. Alors, fantaisie et Moyen-Âge, est-ce que cela rime forcément avec une intrigue sombre, voire une fin sombre ou en demi-teinte? Alors là, je vais m'appuyer sur une citation de William Blanc qui parlait de la fantaisie actuelle et son crépuscule permanent. Oui, alors voilà, il y a le Ah, vous chat aussi, vous avez, oui, moi aussi, elle est voilà, venue. Voilà. qui, qui vient visiter. Alors c'est la fantaisie actuelle, hein, et c'était effectivement l'objet donc, du volume collectif de 2020 sur Game of Thrones, parce que c'est vraiment le succès de l'adaptation de l'œuvre de Martin qui a fait opérer, hein, ce virage vers donc le dark, gritty, grimdark, etc. Cette ambiance nouvelle pour la fantasy, alors que ça n'est pas du tout une fatalité, et qu'au contraire, Tolkien et ses successeurs illustraient une version beaucoup plus lumineuse, hein, du Moyen Âge. Il y a possibilité d'alterner un peu entre les deux, comme pourrait le faire, bon là j'ai l'impression que je parle que de ça, mais les deux premiers volumes de Jaworski, là, avec le Chevalier aux épines, et du côté d'un Moyen-Âge féerique, et le Conte de l'Assassin, où on retrouve Benvenuto Gesufal, et au contraire, voilà, les pieds dans la boue. C'est ces deux versions du Moyen-Âge qui coexistent, et dont la tension alimente l'intérêt pour le médiévalisme quasiment depuis toujours. On peut les appeler roses et noirs, lumineux et sombres. On a d'un côté une version effectivement qui va exalter du Moyen Âge plutôt des valeurs positives, valeurs chevaleresques, une certaine confiance dans la nature humaine, une nature préservée, un lien entre l'homme et le cosmos qui l'entoure. Des valeurs catholiques aussi, hein, pour certains des auteurs à des moments de l'histoire. Et là, pour le coup, c'est auteur plutôt au masculin, parce que c'est une époque où les autrices voilà, restent largement à redécouvrir. Mais bon, parce que pendant toute la période 19e, 20e, il y a encore ces questions religieuses sont très importantes pour les réappropriations du Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, c'est le temps des cathédrales. Et donc voilà, cette beauté-là aussi, cette beauté d'une spiritualité qui se traduit par
par une élévation architecturale comme ça fait aussi partie des choses qui sont appréciées dans le Moyen-Âge. Et puis au contraire, hein, la vision qu'on connaît bien des Dark Ages, voilà, très pluvieux, boueux, amoraux, avec des Mm. massacres, avec une hygiène déplorable, etc. Oui. Voilà, deux visions qui sont tout aussi caricaturales l'une que l'autre, hein, mais voilà, qui font une espèce de polarisation comme ça, à la fois idéologique, axiologique, hein, sur les valeurs. Et c'est très porteur parce que ça permet d'aller et venir entre les deux, de faire de nouveaux mélanges, de redécouvrir des choses. Et donc, on n'a pas l'impression du tout d'une stagnation, alors que ça oscille en permanence entre ces deux pôles, ces deux extrêmes. Donc, actuellement, effectivement, on est plus parce que aussi il y a toutes les dystopies, parce qu'il y a aussi la climate fiction sur les menaces climatiques, etc. Donc parce qu'on est comme ça dans une période où l'imaginaire est sombre, bah, la fantasy a tendance à suivre le mouvement, y compris la fantasy médiévaliste. Mais bon, on est peut-être qu'à un moment de ce grand balancement, et l'autre côté n'a pas disparu. Alors, je sais pas trop combien de temps il nous reste. Il me reste pas mal de questions, mais il faut surtout que je vous fasse la conclusion quand même, parce que c'est quelque chose d'assez sympathique. Donc je sais pas combien de temps. Bah comme en plus, je sais pas, moi j'avais prévu 1 heure et puis on n'a pas, on a eu pris 10 minutes de retard, donc on a encore 25 minutes. Ok, bon, je vais du coup vous poser une dernière question sur l'anthologie, enfin, le Mm. collectif, pardon, et après on passera à la conclusion. Alors, je vais vous poser celle-là, du coup. La fantasy est plutôt associée au passé et la science-fiction au futur. Est-ce qu'il y a une réelle dichotomie au fondement des genres ou est-ce, selon vous, une façon trop simpliste de voir l'imaginaire? Oui, effectivement, il y a beaucoup de contre-exemples, donc c'est effectivement une espèce de raccourci, hein, Mm, qui est bien pratique. Il y a beaucoup de contre-exemples parce qu'il y a beaucoup notamment de fantaisie dans le futur. mm, Il suffit que dans le futur, une technologie ait suffisamment évolué pour devenir quasi magique, ou bien que on se soit retrouvé sur une planète où des pouvoirs de type magique pouvaient exister. Ou bien encore au contraire, que dans un futur post-apocalyptique, on soit revenu au Moyen Âge, et où des mutations génétiques se soient produites, qui créent des êtres qui ressemblent curieusement à des êtres de fantaisie. Tout ça, c'est des scénarios pour lesquels je mm. peux vous donner 2, 3 titres qui les illustrent. Toutes ces possibilités-là sont donc des scénarios de fantasy qui se situent dans le futur, auxquels il faut rajouter aussi tous les mondes alternatifs type Isekai, donc c'est le nom japonais, mais voilà, à chaque fois qu'un personnage est projeté dans un autre monde qui se trouve être un monde de type fantasy médiévaliste, un monde de jeu en général, hein, un monde de jeux de rôle, un monde de jeux vidéo où il va évoluer en fonction des niveaux. Donc, je pense pas qu'il y ait cette association forcément au passé. Maintenant, c'est vrai que le matériau sur lequel travaille la fantaisie, c'est un rapport nostalgique à la légende, au mythe et à l'histoire dans la mesure où elle peut être légendaire ou mythifiée. Et donc, voilà, il y a des mythes contemporains, enfin voilà, on produit en permanence de la mythification, et donc la fantaisie se vit très bien aussi dans le contemporain. Enfin voilà, toute la fantaisie urbaine, toute la bitlit, etc. On se saisit de choses qui sont beaucoup plus récentes, hein, de mythes du 19e siècle, enfin voilà, largement créés par la littérature gothique et sur lesquels on retravaille. Mais on a besoin quand même de ce matériau-là pour nourrir la fantaisie. C'est sûr que c'est pas les promesses scientifiques ou les Mm. promesses technologiques qui font marcher l'imaginaire de la fantaisie. C'est un autre type d'émerveillement. Mm. Mais le merveilleux et l'émerveillement et le wonder, voilà, est présent pour les deux genres en tout cas. Du coup, on va passer à la conclusion. Alors, pour la conclusion, il y aura trois petites questions qui sont, alors, personnelles entre guillemets, enfin, c'est vos goûts, en fait. Et après, je vous propose ce qu'on appelle un rapid fire tag, c'est-à-dire je vous propose deux choses.
et vous devez, alors sans beaucoup réfléchir, choisir l'un des deux. Ça vous va, du coup? D'accord. Ouais, tout à fait. Alors, du coup, les petites questions. Est-ce que vous avez déjà songé à écrire de la fiction? Non, jamais. J'ai aucune imagination. Voilà, c'est vraiment D'accord. quelque chose qui n'est pas du tout dans mes possibles. On me pose souvent la question, mais c'est non. Voilà, je me disais que je pouvais la poser quand même. Quelles sont pour vous les 3 meilleures œuvres de fantasy objectivement? Hmm. Oh, ça demanderait beaucoup plus de réflexion que je vais dire mes préférés, parce que là-dedans, bah, objectivement, Justement, c'est la question suivante. D'abord objectivement, puis les ah, préférés. hmm. Non, je vais avoir trop de mal à répondre. Les meilleures, c'est peut-être les plus influentes et celles sur lesquelles je travaille le plus, c'est Tolkien, Rowling et Martin. Mhm. Mais bon, c'est pas très intéressant comme réponse. Mais bon, voilà, c'est effectivement C'est objectif. là, voilà, objectivement, c'est ceux qui sont incontournables et c'est ceux qui ont imposé un véritable renouveau dans tous les à peu près, voilà, tous les 20 ans dans les codes dominants du genre. Et du coup, vos préférés? Vos 3 préférés? Alors, mes trois préférés, Le Seigneur des Anneaux, ça c'est Je suis étonnée. sûr. Princesse Mononoke, Mhm. donc un film hein, que, que, que vraiment j'adore et dont je ne me lasse pas. Et la BD, alors c'est vraiment limite fantasy, mais moi je le défendrais, Sandman de Neil Gaiman. Hmm. Dans la Ok. série de comics Sandman de Neil Gaiman. Et donc, on passe au petit tag. Alors, attention, on essaie de pas trop réfléchir. Alors, sorcier ou magicien? Sorcier, Dans Camelot, Perceval ou Merlin? Perceval, Guerre ou quête? Quête, Héros adolescent ou adulte? Ado, Chrétien de Troyes ou T.H. White? Chrétien de Troyes, Je m'y attendais. Avec ou sans magie? avec, Alors, pour adapter la fantaisie, film ou série? film. Jeux Oh non, vidéo, série. Non, 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 série. Non, non, jeux vidéo ou jeux de rôle? jeu de rôle. Elfe ou nain? Elfe, Mythologie nordique ou celtique? celtique, Et enfin, c'est inspiré directement de l'anthologie. Épée, arc ou hache? arc. Voilà. Bah, merci Voilà, beaucoup. je dessine un profil un peu elfique, hein. Oui, j'avais deviné à peu près, hein, je me doutais. Je C'est me ça, doutais de certaines réponses. c'est mon ethos qui transparaît. Euh, alors, est-ce que je peux vous poser une dernière question, l'une des questions des abonnés, comme ça, Bien sûr. pour achever? On a Alors, encore pas mal on a encore du temps, hein, ah oui, vous bah embêtez sinon, pas. je vous en pose plusieurs, hein, c'est comme Ouais, 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 c'est si ça vous va. pas de souci. Alors, l'une des questions était quel est votre rapport à la transmission, puisque vous avez parlé des MOOC, vous êtes quelqu'un quand même de très ouvert, qui du coup participe à des conférences, à des tables rondes dans des festivals qui sont assez populaires, et puis vous êtes présente aussi sur les réseaux sociaux à travers certaines interviews. Donc, quel est votre rapport à la transmission et comment vous avez abordé ma requête, du coup, de vous interviewer? Eh ben oui, on s'est rencontrés au festival Mm, mm. des Imaginales et voilà, j'ai trouvé que vous aviez manifestement un vrai intérêt pour ces questions et donc j'étais sûre que vous auriez des choses intéressantes à en dire et que voilà, et que l'échange serait fructueux. Donc c'est toujours avec plaisir. J'ai pas un temps extensible, donc je le fais pas voilà tout le temps, mais ça me fait toujours plaisir de le faire. Mon rapport à la transmission, c'est que, bah, alors, bien sûr, j'aime beaucoup ça. Je suis prof, hein, les enseignants chercheurs de l'université sont voilà, enseignants et chercheurs. Donc c'est la première partie de mon travail au quotidien. Hein, c'est d'enseigner. Et puis, je pense que mon métier, enfin, disons mon travail et ce que je laisse comme livre, etc., aura un sens si à la fin, ça a permis de faire progresser une connaissance large
de la fantaisie. C'est vraiment ça l'idée. C'est pas seulement de la garder à l'université, c'est de faire un aller-retour entre l'université et le milieu de l'imaginaire ou le grand public. C'est d'apporter l'université vers le grand public et aussi d'apporter des œuvres au grand public et ce qu'apportent les fans, ce que représente le milieu, etc., vers l'université. C'est de faire ce va-et-vient là et donc d'espérer qu'au final, les connaissances sur le genre universitaire et non universitaire y auront gagné. Très bien. J'espère du coup que vous n'êtes pas déçus. Non. Alors elle demandait aussi, l'analyse de la fantaisie ne se fait pas seulement dans la sphère universitaire. Quel est votre regard sur l'appropriation du genre par les lecteurs sur différents types de plateformes? Oui, bah justement, effectivement, je trouve que c'est très bien que une érudition non académique existe, se mette en place. Elle existait déjà depuis longtemps sur la science-fiction et je trouve effectivement que cette activité, alors on dit toujours la blogosphère, c'est plus vraiment des blogs, mais voilà, les supports ne cessent de se renouveler, mais effectivement, ce type d'approche-là et ne serait-ce que toute la banque de données, de critiques qu'on peut avoir sur Babelio, etc., c'est vraiment très important. Moi, ça me sert beaucoup pour mon travail. Enfin voilà, ça nourrit mon travail et c'est vraiment garant d'une montée globale en expertise du public français en fantasy, que ce soit sur les analyses critiques, mais ouais, même tous les échanges de lecture, les partages d'avis, de conseils, les communautés d'écriture. Enfin voilà, on voit qu'il y a une intelligence collective très forte sur ces genres-là et qui constitue vraiment une part très très importante de leur dynamisme que je ne sous-estime pas du tout parce que aussi historiquement on le voit en fait l'importance des communautés de fans dans les genres de l'imaginaire et la manière dont ça a nourri ces genres, ça leur a permis de se développer, ça leur a permis d'arriver à la place qu'ils occupent aujourd'hui et ça continue vraiment à les porter. Donc voilà, sans cette dynamique-là, c'est sûr qu'il n'y a pas de travail qui vaille à l'université. Enfin, voilà, c'est sûr. Alors une autre amie demandait si vous voyez des évolutions de la fantaisie actuelle étant donné votre vision probablement plus historique du genre qu'un lecteur lambda. Et ces évolutions sont-elles différentes entre la France et le monde anglophone, enfin anglo-saxon, voire anglophone? Hmm. Alors j'ai un peu répondu à cette question-là déjà tout à l'heure Mm, quand vous me parliez oui, des évolutions, mm, des innovations oui. en fantasy. Alors c'est vrai qu'il y a cette tendance très forte à porter des nouvelles préoccupations idéologiques et sociales propres au lectorat de fantasy, qui Mm, est un lectorat plutôt enfin, très féminisé et très libéral mm, libéral moralement et socialement, c'est-à-dire très favorable à l'expression des minorités, etc. Donc ça, c'est une vraie tendance qui est partagée entre les pays anglo-saxons et la France, les pays francophones. Hein. C'est très fort aux États-Unis et en Angleterre, mais c'est fort aussi en France. En France, on a cette tendance à la fantaisie historique qui est mm. peut-être un peu plus spécifique dans les grandes tendances actuelles. Et après, elle posait aussi une question sur les fantaisies issues d'une autre culture, et vous aviez aussi un petit peu répondu, puisqu'elle demandait si c'était un phénomène nouveau ou s'il était juste plus visible maintenant grâce aux réseaux sociaux. Et donc, il avait déjà Mm. commencé avant. Ouais, tout à fait, tout à fait. Il y a un grand cycle de fantaisie africaine qui s'appelle Imaro, ça date des Mm, années 80. mm. Et il n'y a pas tellement mieux de fait. Donc en fait, voilà, enfin, s'il y a un peu les ouvrages de Nnedi Okorafor, mais vraiment
placé dans un passé historique africain, etc. Après, on est beaucoup plus effectivement en demande, on va faire des listes Oui. de la fantaisie se déroulant dans telle ou telle ère culturelle, parce que justement, on se dit, ah bah, c'est dommage, ça n'existe pas, ou en tout cas, je ne connais pas, et donc maintenant, on va avoir accès effectivement à beaucoup plus de propositions. La fantaisie qui se déroule en Inde, ça n'existait pas du tout ça avant. Je pense pour des questions de tabou colonial. Vu que voilà, c'est l'Angleterre, berceau de la fantaisie, qui était le pays colonisateur en Inde. Ils n'avaient pas osé. Il y avait beaucoup d'Orient fantasmé, mais voilà, et là, ça fait une dizaine d'années que des auteurs et autrices, surtout issus de l'immigration indienne en Angleterre ou indienne anglophone, ont commencé à produire un vrai beau corpus sur ces voilà, qui se situe là-bas. Et voilà, ça c'est une évolution aussi. Ok. Alors, il reste 2 questions, du coup. L'avant-dernière, c'est votre avis, votre vision, oui, de la fantasy young adult. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est difficile de répondre comme si c'était une seule entité, en fait. Et je pense que justement, c'est un peu le problème, c'est que on a tendance à voir ce nouveau domaine comme une espèce de bloc monolithique, alors que c'est comme tout, il y a de tout, il y a du très bon et du moins bon, et comme partout, 90% de pas terrible et 3% de très bien. Donc voilà, mais comme pour tout, hein, voilà. Donc là, comme c'est la nouveauté plus visible, plus discutée, plus controversée parfois, voilà, c'est là-dessus qu'on se concentre. Alors après, donc actuellement, il y a la forte tendance dark romance, voilà, tous les romans autour des failles, ou voilà, qui, qui assez vite tourne un peu en rond, ou nous semble se ressembler, mais comme ça a été le cas pour les vampires avec Twilight il y a 10 ans. Donc c'est ça, rien que de très normal, hein, là-dedans. Et puis, et puis certaines œuvres sont originales, novatrices. Voilà, Sarah J. Maas, voilà, ça n'avait pas été fait comme ça. Et voilà, c'est toujours intéressant d'avoir de nouvelles œuvres qui font assez de vagues à ces phénomènes pour que plein de gens veuillent les reprendre. Ça se traduit par, plein de gens veulent les reprendre par plein de tropes qui se voient Oui. beaucoup, qui se fichent tout de suite. Et voilà, c'est normal, c'est le jeu. Mais Et l'overdose après. voilà, c'est ça. Là, on est un peu dans cette phase-là, mais cette phase-là, elle ne traduit pas autre chose que un dynamisme collectif autour de quelque chose qui à un moment a été nouveau. Voilà, c'est une nouvelle nouveauté, et voilà, après tout le monde se prend de passion pour elle. Et puis plus on vieillit, il faut faire attention, Justine. Oh plus on vieillit, plus on peut avoir tendance à être critique avec ces choses-là parce que on les a déjà vues. Et alors que voilà, il faut se rappeler que toutes les nouvelles lectrices qui arrivent, eh ben, pour elles c'est nouveau. oui, ça. Et ça, c'est vraiment important de s'en rappeler, et que c'est sans doute la première fois qu'elles lisent une histoire de triangle amoureux, et que voilà, donc voilà, il y a toujours une première fois, hein. Et les littératures, bon, ados encore plus, mais elles sont là pour répondre à ces premières fois. Elles sont pas là forcément pour être lues par des lectrices plus expertes et déjà un peu plus âgées. Oui, des vétérantes, quoi. Voilà, voilà. Je le vois. C'est ça. Désolée. Et du coup, la dernière Alors, pas question, pensez pour moi, hein, la vétérante des vétérantes quand même là. non, mais non. Et du coup, la dernière question, c'était a-t-on atteint ou atteindra-t-on bientôt les limites de ce que le genre peut offrir, ou les possibilités sont-elles infinies? Hmm. En fait, c'est les limites de ce que le genre peut. C'est pas les limites de ce que le genre peut offrir, c'est les limites de ce que le lectorat a envie de découvrir. C'est cette curiosité-là qui n'est
pas acquise, disons. Et ça, c'est vraiment impossible de le déterminer parce que c'est les lois de l'industrie culturelle. You never know, hein. On ne sait jamais. Si on pouvait parier sur le prochain best-seller, chacun le ferait, mais il se trouve que ça n'est pas possible. Donc le genre, il a encore beaucoup, beaucoup de possibles à explorer, je n'en doute pas. Notamment donc, de ce côté du young adulte. Qui peut encore, voilà, qui peut produire des choses différentes. Est-ce que le public va continuer à suivre, va continuer à vouloir ça? J'aurais plutôt tendance à croire que oui, puisque ça fait déjà, enfin, on a une génération, la génération Harry Potter, qui continue à grandir et qui continue à avoir envie de lire de la fantasy, très Mhm. très largement, Mhm. et qui n'est pas vieille encore, donc il va, voilà, va continuer à en lire longtemps. Et a priori, les nouvelles générations adhèrent encore beaucoup Mhm. à ça, hein, voilà, celles qui sont nées dans les premières décennies du XXe siècle. Donc on aura forcément une traîne longue. euh, et on a vraiment donc plusieurs 30 ans de gens qui sont déjà vraiment baignés dans une littérature de l'imaginaire et pour qui c'est complètement naturel. Donc ça fait beaucoup, hein, tout cela. Après, c'était beaucoup, faut se rappeler que c'était beaucoup, beaucoup moins le cas pré-Harry Potter. Mhm. Donc, voilà, Oui, c'est vrai il qu'il y y a a un quand peu même plus des toujours effets avec les... générationnels longs qui peuvent se produire et voilà, peut-être qu'à un moment, il y aura un ras-le-bol collectif et un nouveau, euh, une- un nouveau revirement vers des préoccupations plus réalistes. Vu le désir collectif d'évasion Mhm. de notre monde, je ne pense pas que que ça va se produire à court Oui, terme. effectivement. Mais il y a besoin de moments d'évasion aussi quand même. Oui. Mhm. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est pour ça que je continue à parier sur l'imaginaire, du moins à court et moyen terme. Je pense que vous avez raison. Eh bien, écoutez, j'en ai terminé. Merci Très bien. beaucoup. Bah, merci à vous. J'espère que vous avez passé un bon moment quand même si c'était quand même du Ouais, travail. très bien. Et je vous remercie Non, du non, coup beaucoup. c'était très agréable, hein. Merci beaucoup, Parfait. Justine. Merci. Bonne fin d'année, bon début d'été. Voilà. Merci. À vous Bonnes aussi. vacances si vous en prenez. Au revoir. Oui, à vous aussi. Au revoir.